Bonjour téléspectateurs et youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie de la vie de Louis XIV et les premières années du pouvoir. Quand meurt le cardinal éminent de la reine-mère Anne d'Autriche, Mazarin, le 9 mars 1661 au château de Vincennes, Louis XIV, à qui l'on croyait qu'il régnerait en choisissant un nouveau principal ministre, à 22 ans, prend le pouvoir et décide le lendemain, le 10 mars 1661, de désormais régner et gouverner seul son Premier ministre, avec l'aide de quelques ministres sous sa décision. Le cardinal défunt a déjà deviné la véritable personnalité du roi, qui se montra contre toute attente aux yeux de la reine et de la cour, déterminé à prendre entièrement le gouvernement du royaume en main. Désormais, toute la noblesse, jusqu'à la fin de son règne, devra donc se plier aux exigences du monarque et au pouvoir royal qu'incarne désormais Louis XIV. La machine du pouvoir royal roule à vive allure vers l'apogée de l'absolutisme du règne. La phrase célèbre que garde Louis XIV toute sa vie restera à jamais marquée dans l'histoire de la monarchie absolue et l'État en France. L'État, c'est moi, pour dire que le roi incarne pleinement cet État et dont il est le chef. Le 26 juillet 1661, au château de Fontainebleau, Louis XIV donne une fête éblouissante, le ballet des saisons. Nicolas Fouquet, le surintendant des finances et l'homme et ministre le plus puissant du royaume, va commettre une grave erreur qui lui sera fatale. Il veut justement y répondre en montrant à ce jeune roi sa puissance et sa fortune et prépare, pour l'achèvement de son château de Vaux-le-Vicomte, l'un des premiers exemples d'architecture remarquable du classicisme, une fête qu'il veut inoubliable. Fouquet a fait sortir de terre ce magnifique château tout en pierre, d'une qualité rare et d'une beauté inégalable pour l'époque, pour affirmer son rang, sa puissance et montrer son immense fortune. Mais le surintendant des finances ne sera pas prêt de l'oublier. Fouquet organise une fête somptueuse et immense en son château de Vaux-le-Vicomte le 17 août aux yeux furieux du roi. On a souvent affirmé alors que cette fête avait alors provoqué la disgrâce du puissant surintendant, mais en réalité, il n'a fait que la précipiter. Depuis le mois de mai, Colbert, futur grand ministre de Louis XIV, met sous les yeux du roi les comptes qui établissent les malversations du surintendant. Le surintendant a même vendu sa charge de procureur général au Parlement, qui le rendait presque inviolable. Il a contribué ainsi, malheureusement, à sa propre perte. Et le temps s'écoule rapidement, et Louis XIV ne pardonne pas à Fouquet le faste qu'il a déployé à l'occasion de la fête du 17 août. La colère du roi contre le surintendant rejoint alors la haine de Colbert à l'égard de ce dernier. L'heure est venue alors pour le trop puissant ministre de tomber sous la fureur du monarque. Or, le puissant surintendant des finances est alors soupçonné d'avoir détourné les fonds de l'État pour s'enrichir et pour montrer dans l'ombre sa propre gloire et puissance. Le 3 septembre, Louis signe à Angers l'ordre d'arrestation de Fouquet. Il l'enjoint au célèbre Charles de Batz-Castelmore, dit d'Artagnan, gascon et commandant d'une brigade de mousquetaires, d'exécuter cet ordre. Le 5 septembre, le roi préside le Conseil des États de Bretagne au château des Ducs de Bretagne, à Nantes, lequel le surintendant des finances assiste, sans soupçonner quoi que ce soit. Enfin, à la sortie du Conseil, le roi furieux qu'on aille laisser le ministre partir. Les mousquetaires du roi partent alors à sa recherche et finalement Fouquet, par une lettre de cachet du célèbre d'Artagnan, est arrêté par l'ordre du roi. Le surintendant disgracié, conduit en un voyage qui durera plusieurs mois à la forteresse de la Bastille, sera jugé, et après la décision de son procès, où l'on décidera son bannissement et exil à vie, est déchu de ses fonctions et de son immense fortune, Louis XIV commuera alors cette peine à la détention à vie en 1664 à la lugubre, sombre, humide et glaciale forteresse de Pignerol, dans les Alpes au versant de la Savoie au sud-est de la France. L'ancien surintendant, qui n'est alors qu'un prisonnier presque oublié et abandonné de tous, y mourra en 1680. Après la démonstration de force et d'affirmation de Louis XIV,
Tous sauront désormais qui est le monarque absolu de l'absolutisme royal qu'incarnera Louis XIV toute sa vie, dont la noblesse. Quand Louis XIV décide de gouverner seul son Premier ministre à partir de l'année 1661, il s'entoure de ministres dévoués, comme Hugues de Lionne, secrétaire d'État des Affaires étrangères, Michel Letellier à la guerre, et enfin Jean-Baptiste Colbert, né en 1619, son ministre ami fidèle et confiant, qui devient contrôleur général des finances en 1665, une nouvelle charge créée alors par le roi, mais aussi secrétaire d'État de la maison du roi, fonction chargée de la vie du roi, et enfin secrétaire d'État de la marine la même année en 1669. Colbert, sous le contrôle du roi, qui systématise et applique une doctrine appelée le colbertisme, s'appuyant sur le principe fondamental de l'influence et de la grandeur d'un État, n'aura de cesse de donner des années jusqu'à sa mort une indépendance économique et financière à la France, dont il rétablit les finances. Il développe l'économie qui devient alors florissante et remplit les caisses de l'État, dont Louis XIV la videra petit à petit au profit du pharaonique chantier de Versailles, ainsi que de grandes fêtes organisées chaque semaine, mais aussi des guerres qui placeront l'État au bord de la faillite et la fin du règne. Colbert développe notamment et également la marine, dont il arme les ports de grands bateaux et de frégates puissantes, le roi voulant alors affaiblir la puissance maritime que représentent les puissantes Provinces-Unies, que Louis XIV voudra affaiblir et coûte que coûte vaincre dans les années 770, qui représente pour lui une menace à sa politique d'expansion territoriale et maritime. Colbert développe également les arts, très proéminents sous le règne de Louis XIV, marqué par un développement et un essor artistique que l'on appelle le classicisme, marqué par le grand siècle, à l'époque de Louis XIV. Mais le roi développe aussi les arts, les sciences et lettres sous la supervision de Colbert, dont il crée l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres en 1663, les sciences en 1666, l'architecture en 1671, l'Observatoire de Paris en 1667 et l'Académie royale de peinture et sculpture en plein essor au grand siècle, créée en 1648. La manufacture des Gobelins est aussi créée en 1662 et supervisée sous l'impulsion de Colbert. Administrée par Colbert, qui est fait surintendant des manufactures en 1664, cette prestigieuse et véritable industrie de tapisserie tisse chaque année des dizaines de grandes et somptueuses tapisseries et tapis exaltant la gloire, les faits et victoires militaires du monarque absolu. Le développement des métaux précieux dans les colonies françaises, dirigées par Colbert, se met alors en place pour enrichir le royaume et faire de la France une grande puissance coloniale, économique et militaire. Et Louis XIV, se faisant ainsi grand roi bâtisseur, décide d'agrandir et d'embellir ses demeures au fur et à mesure des années qu'il se déplace de résidence en résidence royale, puisqu'étant roi nomade et itinérant, notamment le château de Versailles, qu'il décide d'agrandir à partir des années 1660. Quand il prend définitivement le pouvoir pour s'installer avec sa cour, les travaux se trouvent sous la tutelle de l'architecte Louis Levaux et les chantiers sont notamment sous la direction de Colbert. Le roi qui prend désormais le pouvoir veut une résidence royale digne et à la hauteur attendue du monarque d'absolutisme qu'il incarne. Mais le roi, toujours nomade, comme tant de rois avant lui, se déplace avec la cour à Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Chambord, Vincennes et enfin au Palais du Louvre, dont il achève la cour carrée flanquée d'ailes, dont les décors et le style architectural caractérisé du classicisme français, qui ont fait alors l'un des magnifiques chefs-d'œuvre du pur style classique français du XVIIe siècle, symbolisent les gloires du monarque. Sous son règne, Louis XIV devient un monarque absolu et choisit alors le soleil comme emblème de sa toute-puissance de roi absolu, partout présent, omniprésent et resplendissant dans les recoins et sur les grilles de Versailles. Il devient ainsi le roi soleil. Et Louis XIV, pour célébrer la naissance du dauphin Louis le 1er novembre 1661 au château de Fontainebleau, et pour montrer sa toute-puissance, organise et donne un immense carrousel
au Palais des Tuileries les 5 et 6 juin 1662. Une grande fête au cours de laquelle Louis XIV s'apparente alors à Apollon, dieu du soleil, auquel il aime tant se référencier. Dans un costume somptueux resplendissant d'or, de pierres précieuses et d'argent. Il le fait de même à Versailles, où il danse dans les années 1650 devant le feu cardinal Mazarin et la reine-mère Anne d'Autriche dans une musique composée par Jean-Baptiste Lully, célèbre compositeur et musicien de la cour et du grand siècle. Louis XIV, roi nomade, qui a embelli et aménagé le palais des Tuileries à partir des années 1650 d'enfilades de pièces et d'appartements, achève la construction du palais en 1666, la délaissant au profit du château de Versailles qui l'embellira jusqu'à la fin de son règne, ainsi que le Louvre en 1670, qui reste sans toit et quitte la capitale dont il se sent moins à l'aise. Colbert, qui avait alors cru que le roi ferait du Louvre sa résidence royale principale, exécuta et travailla sur l'ordre du roi à l'édification du futur immense palais de Versailles. Louis XIV apprécie et aime tant venir habiter au château accompagné de sa cour. Car, à l'origine, en 1623, le roi Louis XIII, son père, adorait venir chasser à la fauconnerie dans les forêts avoisinantes, et d'ailleurs depuis longtemps, dans les bois et marécages, suivi de chasseurs et d'amis fidèles, et Henri IV venait également et notamment y chasser. Il trouva alors une petite colline, au-dessus est perché un moulin qui n'appartient alors qu'à un petit village appelé Versailles, un petit bourg. À côté, Louis XIII décida d'édifier un petit pavillon de chasse qui lui permettrait de se reposer après de longues heures à la chasse. Et à partir de 1631, il l'embellit et l'agrandit pour en faire une petite résidence entourée d'une petite cour d'amis et de quelques ministres, et etc. Louis XIV, qui adorait même venir chasser à la forêt de Versailles dans les années 1640 et 50, éprouvait une grande passion à la fauconnerie, où il adorait chasser les gibiers, cerfs, etc. Il agrandit le petit pavillon de chasse de Versailles en 1661, puis en 1668, pour cette fois-ci accueillir plus de courtisans par centaines. Bientôt, ce seront des milliers, et le château va devoir encore plus s'embellir, s'agrandir et se démultiplier sans cesse. Le roi y organise même les plaisirs de l'île enchantée, fête galante et magnifique donnée par le roi à partir du 5 mai 1664, pendant 10 jours, en l'honneur bien sûr de Louise de la Vallière, l'une de ses principales maîtresses, auquel il s'éprend follement d'amour. D'ailleurs, la mère du roi Anne d'Autriche meurt au Louvre le 20 janvier 1666 et Louis XIV pourra pleinement prendre le pouvoir et exercer sa politique d'amour, des distractions et des plaisirs à la cour. Louise de la Vallière, autrement dit Françoise Louise de la Baume-le-Blanc, duchesse de la Vallière, est connue pour avoir été l'une des favorites passionnantes du roi de 1661 à 1667. Ensemble, ils donneront 4 enfants, dont 2 survivront. Marie, 1666 à 1739, dite Mademoiselle de Blois, qui épouse Louis Armand de Bourbon, prince de Conti, et Louis comte de Vermandois, né en 1667, qui sera légitimé à la couronne de France par Louis XIV, mais qui mourra malheureusement en 1683. Louise est délaissée par le roi en 1667, se tourne alors vers la religion et entre au couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques de Paris.